Bonjour les élèves et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous êtes toujours confinés? Moi oui. Cette vidéo est la suite d'un premier épisode que nous avions fait pour parler des propriétés des différents états de la matière et on avait par exemple expliqué comment former un nuage dans une bouteille. Monsieur, j'ai une question à propos de la bouteille. Vous dites qu'on a passé de gaz à liquide, qu'on a fait une liquéfaction, mais pour ça, ça nécessite un refroidissement. Or nous, on n'a rien refroidi, on a juste mis plein d'air dans la bouteille. C'est quoi le lézard? Moi je pense qu'il y a anguille sous roche, un truc qui est pas net. C'est vrai qu'on n'avait pas encore fini d'expliquer, mais avant de te donner l'explication finale, il va falloir qu'on voit ensemble ce que c'est vraiment que de la pression. Venez avec moi. Pression, je vous propose d'utiliser cette seringue avec le piston. Je vais en boucher l'extrémité avec mon index et je vais appuyer avec mon pouce. Et là, au niveau de mon index, je me rends compte qu'il y a une énorme force qui veut repousser mon index et si je lâche le piston, il retourne en arrière tout seul. Maintenant, on va essayer de mesurer la pression, c'est-à-dire la force exercée par ce gaz dans la seringue. Pour mesurer les pressions, deux appareils existent. Soit le baromètre, qui va servir à mesurer la pression atmosphérique, et le manomètre. Il sert à comparer la pression que vous mettez dans le pneu avec la pression atmosphérique. En gros, c'est pour montrer la surpression qu'on impose avec notre main. Manomètre. Ici, nous allons avoir besoin d'un manomètre. Nous allons fixer l'embout de ce manomètre à notre seringue, et maintenant nous allons appliquer la pression du pouce pour mesurer. C'est parti. Je vois que lorsque j'appuie sur la seringue, l'aiguille du manomètre se déplace légèrement vers le haut. Et là, elle indique 1,1 bar. Et lorsque je le retire, elle redescend à 0 bar. Donc là, mon pouce a appliqué une pression de 2 bars dans cette seringue, mesurable par le manomètre. On peut faire la même chose sans la seringue, cette fois-ci en utilisant le piston du manomètre pour voir quelle va être la pression exercée par ma main dans ce piston grâce au manomètre. Le piston là était beaucoup plus puissant que la seringue, on a réussi à monter jusqu'à 2 voire 3 bars. Et puis chez vous, vous pouvez faire l'expérience. Mettez votre pouce, appuyez sur la pompe et on va voir jusqu'à combien de bars vous arrivez. Je connais un type qui arrivait jusqu'à 5. Dans ma seringue, la pression est liée au choc qu'il y a entre les atomes. Au moment où j'appuie, tous les gaz qui sont à l'intérieur, toutes ces particules, je vous rappelle, se comportent comme des balles rebondissantes. À chaque fois qu'elles se cognent les unes les autres, cela exerce une pression. En ce moment, tous les atomes sont en train de venir cogner contre mon pouce et donc exercent une pression. Piou. Et je vous laisse admirer le résultat. Plus vous allez mettre de gaz dans un petit volume, plus il y aura de pression. Et plus ces gaz vont occuper un grand volume, moins il y aura de pression. Donc une pression, c'est une force exercée par une matière sur une surface. Par exemple, en ce moment, ma main est soumise à la pression de l'air. Mais vu que cette pression est permanente, nous ne la sentons pas, nous y sommes habitués. Vous pouvez faire l'expérience chez vous. Mettez votre main dans un sac plastique et plongez-la dans un lavabo ou dans une baignoire remplie d'eau. Vous sentirez encore plus la pression sur votre main. Il n'y a que dans l'espace où il n'y a pas de pression. On atteint le 0 pascal. Monsieur, pourquoi il n'y a pas de pascal dans l'espace? Pourquoi c'est 0? Parce que dans l'espace, il n'y a pas de gaz. Pas de gaz, pas de choc. Pas de choc, pas de pression. Pas de pression. Pas de pression. La pression atmosphérique moyenne dans l'air ambiant autour de nous vaut 101 300 pascal, mais le chiffre est trop grand, du coup on parle plutôt de 1013 hectopascal. Vous vous en souvenez du tableau de conversion des unités, n'est-ce pas? Ouais monsieur, moi je m'en souviens du tableau de conversion des unités. Mais avant vous nous parliez de bar, maintenant vous nous parlez de pascal. Monsieur, sans vouloir vous mettre la pression, c'est quoi la vraie unité de la pression? J'ai trop géré la vanne. L'unité internationale de la pression, c'est le pascal. Mais 1 pascal, c'est une pression qui est trop petite. On ne la rencontre jamais. Et sur la planète Terre, la pression atmosphérique est déjà assez forte, 101 300 pascal. Du coup, on préfère utiliser systématiquement des chiffres plus petits en utilisant l'unité hectopascal au lieu de l'unité pascal. Et donc on va dire communément 1013 hectopascal. Le bar qu'on voit sur nos pompes à vélo, c'est l'unité de pression qui est utilisée dans les industries de manière générale. Pour le cyclisme, pour la plongée sous-marine, 1 bar, ça vaut environ 1000 hectopascal. Ah oui, j'ai oublié, et avant les années 1980, les Français utilisaient l'unité de pression ATM, c'est-à-dire 1 atmosphère. Ça correspondait à la pression atmosphérique moyenne de la ville de Paris. En gros, 1013 hectopascal. Wow, 2 secondes monsieur, il y avait les bars, maintenant les pascals, vous nous parlez d'atmosphère. Mais monsieur, la vie elle est déjà assez compliquée comme ça. Ils veulent toujours nous casser la tête. Monsieur, moi je crois que j'ai suivi. La pression atmosphérique moyenne, c'est 1013 hectopascal et en fait c'est l'unité internationale du monde entier. En France, avant, on parlait en atmosphère.
Et donc une atmosphère, c'est 1013 hectopascales, 2 atmosphères, c'est 2026 hectopascales. Et sinon, dans le milieu de l'industrie, dans le cyclisme, dans le vélo, dans la plongée sous-marine, et ben là on utilise les bars. Et donc un bar, bah, c'est à peu près 1013 hectopascales, et donc ça correspond en fait à une atmosphère. Mais ça ne nous explique toujours pas le nuage dans la bouteille. Venez, on va faire une expérience. Dans le cas de la bouteille, on avait vu que pour passer de vapeur d'eau à gouttelettes liquides en suspension, il fallait faire une liquéfaction. Et pour cela, il fallait refroidir à un air très humide. Les gouttelettes d'eau liquide en suspension, en fait c'est les nuages. C'est pareil. Nous allons maintenant faire une petite expérience pour comprendre comment on a pu obtenir ce refroidissement. Nous avons besoin d'une main et d'une autre main. Ensuite, attention, ça va être un petit peu compliqué, vous les tenez l'une face à l'autre, vous les rapprochez, et là, vous frottez! Observation. Quand on frotte, ça chauffe. On a vu que lorsqu'on frotte de la matière, cela crée un réchauffement. Pour les gaz qui sont dans l'air, c'est la même chose. Si jamais on les force à se déplacer très rapidement dans un petit endroit, en plus de se cogner les uns les autres, ils vont se frotter vu qu'ils se déplacent. Et donc cela va créer un phénomène de chaleur. C'est pour ça que quand on gonfle le pneu d'un vélo, le petit tuyau là, il chauffe. C'est parce qu'on déplace énormément de gaz dans un tout petit volume. Oui, mais par contre, une fois le pneu bien gonflé, les gaz cessent de se frotter, le pneu est bien en surpression, mais il reste froid. Il n'y a plus de frottement. A l'inverse, si vous prenez deux matières qui sont obligées d'être l'une contre l'autre et que vous les écartez très vite, vous allez sentir un léger refroidissement. Simplement parce que vous avez écarté rapidement les atomes. Donc pour faire un nuage dans une bouteille, on va accumuler de la pression dans un air chargé en vapeur d'eau, puis on va retirer cette pression brutalement. Cela va créer un bref refroidissement qui va provoquer une liquéfaction. C'est-à-dire que la vapeur d'eau, pendant quelques secondes, va devenir des gouttelettes liquides en suspension avant de redevenir un gaz invisible. Par contre, j'ai encore une chose à vous montrer. C'est par là. Maintenant qu'on a terminé d'expliquer l'expérience du nuage dans la bouteille, il reste autre chose que nous n'avons pas fini de voir avec la pression. J'ai ici une eau qui est colorée en bleu et cette eau est à 70 degrés. Je vais mettre cette eau dans ma seringue et je vais lui appliquer une dépression. C'est parti. Oh purée ! Comme je le disais, l'eau est bien à 70 degrés. Appliquons-lui maintenant la dépression. Les élèves, je vous demande de me dire qu'est-ce que vous observez ? On voit des bulles. Donc c'est une... Moi je pense que vous avez mis du Schweppes agrumes dedans. Non, 7-Up Mojito. Alors forcément ça fait des bulles dans la seringue. Ouais, en tout cas je vous la refais quand vous voulez, c'est normal qu'il y ait des bulles, c'est gazeux. Vous nous avez bluffé. Purée, mais crache le morceau, tu peux le dire. Oh, l'eau se met à bouillir. Voilà, c'est une bullition. C'est une ébullition. Mais monsieur, moi j'ai vu à la télé que l'eau elle bout toujours à 100 degrés. Du coup là c'est pas normal. Effectivement, l'eau s'est mise à bouillir. L'eau liquide s'est transformée en vapeur d'eau alors qu'on n'est pas du tout à 100 degrés. On comprend donc que la pression peut contrôler les changements d'état. Là, j'ai tiré sur le piston, la pression a diminué à l'intérieur de la seringue, ce qui a créé une dépression, et cela a fait baisser la température de vaporisation. On doit cette découverte à un scientifique français de génie du XVIIe siècle, Blaise Pascal. Il a été mathématicien, physicien, philosophe. On lui doit plusieurs théorèmes et de nouvelles lois sur la physique. C'est lui l'inventeur de la première calculatrice mécanique. Mais ce qui nous intéresse, c'est ceci. Il a prouvé, à l'aide d'un baromètre, C'est un appareil pour mesurer la pression de l'air. que la pression peut varier en fonction de l'altitude. Pour cela, il est allé à Clermont-Ferrand, dans le Massif central, et il a comparé la pression atmosphérique en bas de la plaine, puis il a grimpé jusqu'au sommet du Puy de Dôme, c'est la montagne qui est juste à côté, pour comparer ces pressions. Et là, il s'est rendu compte que la pression est plus faible en altitude. Pourquoi ? Parce que l'épaisseur de l'atmosphère, elle est beaucoup plus faible au sommet d'une montagne que dans une plaine. Quand vous mettez la tête sous l'eau dans une baignoire, vous sentez bien que l'eau appuie un petit peu sur votre crâne. Par contre, si vous descendez au fond d'une piscine, vous sentez bien que l'eau appuie beaucoup plus sur votre crâne. C'est normal, il y a plus d'eau au-dessus de vous. Pour l'air, c'est pareil. Ces dernières années, en continuant les recherches, les scientifiques se sont rendus compte que les changements d'état entre solide, liquide et gazeux étaient tout le temps modifiés par la pression et par la température. Ils ont donc fait plein d'expériences en laboratoire en modifiant à chaque fois un petit peu la pression pour voir quand se faisaient les changements d'état, et ils en sont arrivés à créer ce graphique. C'est le graphique pression-température.
de l'eau. Sur ce graphique, on voit par exemple que, à la pression atmosphérique normale, le changement d'état entre liquide et gazeux sera à 100 degrés. Par contre, si on diminue la pression, on se trouve donc en altitude. À ce moment-là, le changement d'état entre liquide et gazeux ne se fera plus à 100 degrés, il se fera à 70 degrés. Et à quoi ça sert de savoir ça? Et si je te disais que grâce à ça, on peut te préparer à manger 3 fois plus vite? Sérieux? Ah ouais, grave, je suis chaud. Alors viens voir par là. Normalement, si on veut faire cuire des aliments, on va mettre ces aliments dans une casserole et l'eau va chauffer au maximum à 100 degrés. Au-delà, elle devient de la vapeur d'eau, elle ne peut donc plus cuire les aliments. Mais grâce à nos découvertes sur la pression, on a mis au point un appareil génial. La cocotte minute, autrement appelée autocuiseur. Nous allons maintenant faire un concours de vitesse entre notre casserole et cette cocotte minute et on va voir combien de temps prend chacun pour cuire 2 patates. Bon, d'abord on va les couper en morceaux. Nous avons exactement la même quantité de morceaux de pommes de terre pour mettre dans la casserole et dans l'autocuiseur. Les deux sont pleins de patates. Je mets le couvercle de l'autocuiseur, on met les deux au chauffage maximal et maintenant on chronomètre. À ce moment de l'expérience, la vapeur est en train de sortir de la cocotte minute avec énormément de pression. On va goûter les pommes de terre dans la casserole et on va voir maintenant si elles sont cuites. C'est pas cuit. On va la laisser sur le feu. Pendant ce temps, goûtons les patates de la cocotte minute. C'est parfait. C'est complètement brûlant, mais c'est parfait. Nous avons laissé 15 minutes de plus à ces pommes de terre pour cuire. Voyons voir maintenant comment est-ce qu'elles sont. C'est toujours aussi brûlant, mais ce coup-ci c'est quand même un peu mieux cuit. Donc si on résume l'expérience, l'eau dans la casserole s'est mise à bouillir au bout de 5 minutes. Mais les aliments n'étaient pas encore cuits. La cocotte minute, elle, s'est mise à siffler au bout de 14 minutes. Ce sifflement était dû à la vapeur d'eau qui s'échappait extrêmement vite par la soupape. Au bout de 20 minutes, nous avons stoppé les deux expériences et nous avons goûté les pommes de terre de la casserole. Elles n'étaient pas encore cuites. Nous avons ensuite goûté celles qui étaient dans la cocotte minute. Le temps de cuisson était le bon. Nous avons encore donné 15 minutes à la casserole pour finir de cuire, puis nous avons goûté. Les patates étaient enfin bonnes. Comment cela fonctionne-t-il? Dans une casserole, c'est simple, l'eau rentre en ébullition et la vapeur d'eau chaude s'échappe immédiatement. L'eau reste donc à 100 degrés. Dans une cocotte minute, l'eau et l'air qui sont dans la cocotte minute vont tous les deux se mettre à chauffer. L'air chauffé, dilaté, va donc augmenter en pression. Sur notre diagramme pression-température, on voit que si la température augmente et que la pression augmente en même temps, l'eau ne va pas entrer en ébullition immédiatement. Elle va rester à l'état liquide. Les gaz vont donc continuer à s'agiter dans la cocotte minute. L'eau ne sera pas à 100 degrés, mais à 120 degrés. Et c'est uniquement lorsqu'elle atteindra la température de 120 degrés qu'elle va entrer en ébullition. De la vapeur d'eau sort de la soupape. L'avantage, c'est que les aliments ont cuit dans une eau à 120 degrés au lieu d'une eau à juste 100 degrés. Donc la cuisson est plus rapide dans une cocotte minute parce que la température de l'eau y est beaucoup plus élevée. Donc si j'ai bien compris, sur ce graphique, on peut voir des glaçons fondre. Oui, c'est une fusion. On peut voir de l'eau en train de bouillir. Oui, c'est la vaporisation. On peut voir aussi de l'eau chauffer sans s'évaporer. Oui, c'est le principe de l'autocuiseur. Et comment ça se fait les flocons de neige? Comment on fait? Monsieur, c'est trop beau. Moi j'en dessine beaucoup sur mes fenêtres et même que sur mes pyjamas. Pour les flocons de neige, ça se passe aussi sur le graphique. Contrairement à ce qu'on pense, les flocons de neige, ce ne sont pas des gouttes d'eau gelée. En fait, c'est de la vapeur d'eau qui va se condenser, c'est-à-dire de la vapeur d'eau qui va passer directement de l'état gazeux à l'état solide. Ce phénomène va être favorisé si dans l'air il y a des particules de poussière. Nos gaz de vapeur d'eau vont se fixer sur ces poussières et se condenser sous forme solide. Une autre particule de vapeur va à nouveau se fixer dessus et se condenser, puis une autre, puis une autre, puis une autre. C'est ce qu'on appelle une cristallisation. Cela forme des flocons de neige. Donc en résumé, la pression de l'air, c'est une force exercée par les gaz sur une surface. Ces gaz, si jamais on les déplace rapidement, cela va créer des frottements et donc un réchauffement. Alors que si on écarte rapidement ces gaz, cela va provoquer un léger refroidissement. On a aussi vu que la pression peut varier avec l'altitude et aussi que la température des changements d'état entre solide, liquide, gaz va être directement contrôlée par cette pression. C'est ce qu'on voit dans un graphique pression-température. Une dernière question avant de se quitter? Ok, j'ai bien compris tout ça. Non, je comprends pas. Là, on est à une atmosphère, il fait 20 degrés. Alors pourquoi toute la vapeur d'eau gazeuse qu'il y a dans l'air, pourquoi elle n'est pas liquide? Eh, mais c'est vrai ça!
Un glaçon, on le met à 20 degrés, il fond. De la vapeur d'eau, on la met à 20 degrés, elle devrait faire une liquéfaction. On vous a coincé là. Excellente question. C'est encore une histoire de volume. Un solide possède une forme propre. C'est-à-dire que tous les atomes sont regroupés dans un tout petit volume et sont attachés les uns aux autres. Allez, imaginons que dans un cube de glaçon, il y ait 1 million d'atomes sous forme solide. Mettez ce volume de 1 cm3 de glaçon à 20 degrés, il fond. Mais en ce moment, dans l'air, le gaz de vapeur d'eau n'est pas regroupé dans un tout petit volume de 1 cm3. Tous ces atomes sont dispersés et se déplacent comme des balles rebondissantes à travers la pièce. Je vous parie que si vous arrivez à regrouper dans un tout petit volume 1 million d'atomes de vapeur d'eau, alors oui, ça va se liquéfier et former des gouttelettes liquides en suspension. Mais ça, c'est l'histoire de la formation des nuages de pluie, non? C'est la fin de cette vidéo. On se retrouve bientôt pour discuter météo et formation des nuages. Les vrais cette fois-ci. Corrélation Dumas, un pour tous pour...